Mathilde Briard, qui est docteur en philosophie du droit, va nous parler de criminologie personnaliste, d'exemple des crimes familiaux. Voilà, une voie pour le développement d'une criminologie en France. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je vous remercie de m'accueillir ici au congrès de l'AFC et de m'avoir si bien placé dans le programme en fin de compte, puisque je crois qu'il va y avoir des liens assez intéressants à faire avec les deux interventions précédentes. Avec la première, déjà, sur un petit peu l'histoire de toute cette matière qui nous rassemble aujourd'hui, la criminologie, parce qu'il y a sans doute un terreau ici qui a développé, c'est pourquoi je voulais préciser, et j'ai vu dans le programme qu'on a marqué une voix avec un X. Ça aurait été prétentieux de ma part d'être la voix de, c'est la voix avec un E. Justement parce qu'une partie de mon intervention repose sur cette idée qu'il existe déjà des travaux antérieurs en criminologie, qu'on l'ait nommé ou non, il existe des travaux qui se penchent sur cette question de l'acte criminel. Et en les développant, en les poursuivant, peut-être on pourrait développer des idées qui pourraient être intéressantes pour saisir des problèmes qui apparaissent mieux aujourd'hui. Donc, quand je parle de recherche ancienne, évidemment, il y a tout ce dont a parlé M. Ramsey précédemment. Sur les criminalistes en langue française en Belgique aussi, puisque je vais vous parler tout à l'heure d'Étienne de Grief, qui a eu des travaux, je pense, très intéressants qui pourraient être développés encore aujourd'hui. Et mon titre l'indique, je vais aussi me positionner dans une philosophie qu'on appelle personnaliste. Alors cette philosophie, elle est assez marquée, elle a été notamment critiquée parce qu'elle est liée à certaines conceptions religieuses, mais cela n'interdit pas de considérer que la place qu'elle accorde à la personne peut être intéressante, et particulièrement en criminologie. Et je crois qu'elle est intéressante aussi pour un juriste, parce que cette philosophie permet de faire un lien entre alors la morale et le droit. Si je dis ça, je vais caricaturer, mais il me semble que lorsque tout à l'heure, dans le public, une question était posée sur l'existence ou non du crime et l'existence ou non de l'acte criminel, j'espère que je ne traite pas votre pensée, mais je pense que cela est lié aussi à des questions de morale, peut-être de morale sociale, de façon dont on considère tout ça. L'exemple concret des crimes familiaux, j'ai choisi celui-ci, parce qu'il m'intéresse personnellement, je ne peux pas mentir, mais aussi parce que je pense que cet exemple peut être un archétype des difficultés que peut rencontrer la criminologie aujourd'hui. Ces crimes-là sont sans doute particuliers, puisqu'ils unissent donc un auteur et une victime qui ont des liens familiaux. Alors là, j'ai été très basiquement juriste. Les liens familiaux dans mon étude, ce sont des liens de filiation ou des liens de couple. Donc j'ai réétudié ainsi le terrain de recherche. Ces crimes sont spécifiques aussi parce qu'il est évident qu'ils remettent en question les catégories que l'on connaît en droit en termes de violence, d'agression, d'atteinte à la personne simplement. Les crimes familiaux ne rentrent pas toujours très bien dans les cases que l'on prévoit en droit, et notamment les crimes familiaux, pour être compris, ont besoin d'une forme de pluridisciplinarité. Comprendre les crimes familiaux sans s'intéresser aux travaux des psychologues, psychiatres, sociologues, etc., c'est sans doute très utopique. Et en cela, donc, je crois que la criminologie peut être... les problèmes actuels de la criminologie peuvent être illustrés par ces questions des crimes familiaux. Il y aura aussi un lien avec l'intervention précédente, puisque l'objet des interventions, autant le dire aussi tout de suite, est peut-être de critiquer de nouveau un petit peu les visées prophylactiques de la criminologie actuelle, parce que il me semble que les crimes familiaux ont quelque chose d'exceptionnel dans le parcours des criminels, et que, parce que c'est une exception, prédire à partir de données statistiques ou à partir d'IRM ou d'autres données techniques que les juristes en plus ne maîtrisent souvent pas très bien, c'est sans doute encore une fois s'avancer sur un chemin un petit peu dangereux. Donc, les crimes familiaux ne sont pas évidemment le seul exemple, et j'espère qu'au cours de notre discussion, peut-être, on pourra voir si cette réflexion pourrait nourrir aussi des réflexions à propos d'autres types de crimes. Ces crimes liés entre
commis entre auteurs et victimes qui sont donc liés par des liens parentaux, par des liens de couple, permettent de mettre en lumière la valeur d'une situation qui est exceptionnelle par rapport à des tendances qui pourraient être dégagées à un niveau social, donc là encore c'est le rôle de la statistique qu'on peut questionner. Et ils permettent aussi de mesurer la part construite de l'objet criminologique, qui commande que l'on ne puisse pas peut-être lui imposer de l'extérieur ses fins, et que simplement, comme une science qui est un peu constituée mais qui vise à se poursuivre, que son objet se révèle naturellement et ne soit pas dicté par des enjeux de politique publique. Donc là-dessus, j'espère qu'il y aura du débat. Donc dans une première partie, j'ai choisi d'illustrer avec des statistiques, et vous m'excuserez, qui sont très très basiques, simplement pour montrer ce que peuvent effectivement apporter des données chiffrées sur la connaissance du crime, et ce qu'elles ne peuvent pas, par contre, nous apporter. Donc j'ai choisi proche de moi les arrêts rendus par les chambres criminelles de la Cour d'appel de Bordeaux sur les 6 derniers mois, en distinguant au sein des atteintes à la personne les seules atteintes qui concernent donc des auteurs et des victimes liés par un lien familial. Pour ceux qui ne seraient pas juristes, si j'ai exclu les autres atteintes, notamment les atteintes au bien, c'est parce qu'en droit il existe des immunités, notamment en matière de vol entre les personnes, par exemple, les deux époux ne peuvent pas se voler. Donc j'ai réduit ça aux atteintes à la personne. Alors, j'ai fait des petits calculs qui sont très basiques et j'espère pouvoir continuer cette étude peut-être sur un plus long terme. Entre mai 2017 et octobre 2017, donc très près de nous, les chambres criminelles de la Cour d'appel de Bordeaux ont traité 167 affaires relatives à des atteintes à la personne, dont 45 n'étant en présence des auteurs liés par des rapports filiaux ou par des rapports de couple. Ça représente donc à peu près 27%. Donc d'emblée, ce que l'on peut retenir de cette statistique, qui est sans doute un petit peu faussée, parce que j'ai un échantillon de 6 mois, donc les sociologues et les personnes habituées à manipuler les statistiques ici comprendront bien que cette statistique est largement fausse, mais elle me sert simplement d'exemple méthodologique. Donc on pourrait en déduire, c'est important, on pourrait par déduction considérer que voilà, la part des crimes familiaux est quand même relativement importante au sein des atteintes à la personne, que donc c'est un sujet d'étude valable. Au-delà, on ne peut pas aller au-delà quant aux apports de cette statistique-là. Elle n'apporte pas grand-chose de plus. À l'intérieur de ces 27%, on pourrait chercher à distinguer, par exemple, les atteintes commises au sein du couple, des atteintes commises entre descendants et ascendants. Alors là, j'ai relevé 17 affaires qui concernaient des atteintes donc commises dans les liens de filiation, ce qui donne quand même une proportion plus grande de crimes commis dans le couple. Et évidemment, à l'intérieur des crimes commis dans le couple, quasiment 100%, ce sont des maltraitances et des violences. Et désolé, c'est la statistique aussi, qui concerne des hommes à l'encontre de leurs compagnes ou ex-compagnes qui sont commises. Il y a aussi quelques cas de harcèlement. Alors, je n'ai pas dénombré exactement, mais ça se répartissait en grosso modo avec une très très grande majorité de maltraitance de violence et quelques situations de harcèlement. Je crois qu'il y en avait 3 ou 4 de mémoire, mais là, je n'ai pas comptabilisé, pardon. Donc ces violences qui sont domestiques, elles se présentent dans des proportions qui ne sont pas négligeables. Elles se présentent peut-être, si on fait un graphique évolutif aussi, d'une manière assez stable. C'est-à-dire que globalement, sur les 6 mois que j'ai étudiés, il y a toujours une plus forte présence des atteintes commises dans le couple que des atteintes commises dans le lien de filiation. Donc, est-ce que c'est une constante? Je ne peux pas le dire compte tenu des données chiffrées très réduites que j'ai. Mais en termes méthodologiques, on pourrait se dire très bien, il y aurait donc une constante sur l'utilisation de la statistique. Elle nous permettrait de voir non seulement qu'il y a une réalité de ces violences-là, qui est assez importante quand même, pratiquement 27%, j'ai dit tout à l'heure, c'est un chiffre qui me paraît important, et ensuite il y a une certaine stabilité de ces résultats. Pour vérifier ça, il faudrait évidemment allier à ce travail des sociologues, des psychologues, des psychiatres, etc., pour déjà affiner la statistique, puisque je ne suis pas statisticienne. Donc là, c'est peut-être aussi un signe des besoins de la criminologie actuelle. Et outre cet affinage de l'outil statistique, il faudrait sans doute se pencher aussi sur chacun de ces cas
de façon très précise pour essayer d'identifier en quoi le moment de l'acte criminel peut-être est particulier, ou bien est-ce qu'au contraire il ne l'est pas, et est-ce qu'il y a une espèce de chemin de vie qui conduit inévitablement à ça. C'est la question de la récidive que l'on peut poser à travers l'exemple des crimes familiaux. Et là, cela pouvait être assez intéressant. Alors sur le mince échantillon, encore une fois, que j'ai étudié, sur les 28 cas de violence conjugale par exemple, il y avait quand même 13 cas dans lesquels les violences étaient réitérées, donc c'est quand même pratiquement la moitié, sachant que sur ces 13 cas, il y avait 8 affaires dans lesquelles la récidive a été reconnue comme une cause d'aggravation. Il y avait 5 cas dans lesquels, en fait, à la lecture des faits, il apparaissait que les violences avaient déjà été commises, mais que ces violences précédentes n'avaient pas donné lieu à une première condamnation, et donc ça ne rentrait pas dans la catégorie de la récidive d'un point de vue légal. Cela paraît très intéressant parce que la question de la récidive, qui est une question très importante en criminologie aujourd'hui, dans les crimes familiaux, on pourrait se demander finalement si ce n'est pas une affaire de continuité du comportement criminel plutôt qu'une affaire de recommencement. Je ne sais pas si c'est très clair, mais j'espère que ça vous parlera comme ça m'a parlé. Les violences familiales, très souvent, en fait, ne s'interrompent pas. Entre la première condamnation et la seconde ou les suivantes, quand il y en a plusieurs, les violences, en vérité, ne se sont jamais arrêtées. Donc ça pose une question importante sur le rôle de la criminologie, parce que soit on part du principe que ce taux de récidive important doit nous pousser à agir de la façon suivante. Il y a beaucoup de récidives, donc nous devrions condamner peut-être plus durement ou enfermer plus longtemps les auteurs de violences familiales. Première manière d'envisager la chose, manière peut-être un peu prophylactique. Autre façon d'envisager la chose, en fin de compte, les violences familiales ne s'interrompent pas, et donc la réponse que l'on apporte n'est pas adaptée. Donc là, ce n'est pas du tout un problème de prévisibilité de la dangerosité d'une situation ou d'une personne, c'est le problème de l'efficacité de la réponse qu'on apporte, et peut-être qu'à ce moment-là, les apports de la criminologie devraient se tourner davantage vers les juges d'application des peines, plutôt que vers les politiques publiques de sanctions. Donc voilà un petit peu pour les choses que peuvent nous apporter les statistiques. Donc effectivement, méthodologiquement, la statistique peut nous aider à confirmer la crédibilité d'une hypothèse, mais elles ne peuvent certainement pas nous aider à vérifier une hypothèse, du moins lorsqu'on parle de crime. Et là, je parle aussi en tant que juriste, parce qu'on est très peu habitué à manipuler l'outil statistique, et donc on peut avoir tendance à considérer que si tel résultat statistique corrobore notre hypothèse, c'est que notre hypothèse est fondée. Alors que, évidemment, c'est un abus dans l'usage de la statistique. Voilà, donc, une fois que l'on a dit cela, que l'on a montré que l'analyse statistique avait des limites, on peut se lancer donc, dans le cœur du sujet sur le terreau qui était donc favorable au développement d'une criminologie personnaliste. Et là, je voudrais mettre en avant, parce qu'il a bien fallu choisir, quelques travaux anciens que je vais expliquer très très rapidement, mais pour lesquels j'aimerais surtout montrer qu'il y a des habitudes de méthode que l'on pourrait reprendre peut-être aujourd'hui. Donc d'abord Étienne de Greef, dont j'ai parlé tout à l'heure, très très rapidement. Donc notamment, je me réfère à son ouvrage « Les instincts de défense et de sympathie ». Dans cette étude, il démontre que la responsabilité, alors il démontre notamment, parce qu'après je pense que c'est une étude très riche dans laquelle il y a beaucoup de choses à dire, démontre notamment comment la responsabilité vient d'une forme d'intentionnalité présumée. Alors évidemment en philosophie, ce concept-là est très très riche sur l'intentionnalité. Et la responsabilité qui est ici, dans ces courants-là, quand même largement liée aussi à un versant moral de la responsabilité. Donc c'est intéressant déjà parce qu'on fait communiquer dans la responsabilité ce que l'on connaît de la responsabilité en droit, en médecine. Cette personne est-elle consciente ou non? Son acte est-il intentionnel ou non? Sachant que l'intentionnalité peut être complexe à définir. Mais aussi les apports philosophiques de ce que peut être l'intention, la conscience, la volonté de la personne.
Premier apport. Deuxième apport, sur la sympathie, De Greef explique qu'il existe un lien de sympathie entre les personnes, notamment entre les personnes qui sont liées par des liens familiaux, et qu'ainsi il est peut-être irréaliste de supposer qu'une mère va pouvoir considérer que son enfant est coupable ou commet des actes monstrueux. Par exemple, dans l'actualité récente, on a eu les mères de certains terroristes qui étaient interviewés et chacun s'offusquait de ce que la mère en question ne reconnaisse pas la monstruosité du comportement. Et De Greef en fait explique ça en disant simplement qu'il y a un lien de sympathie qui fait que dans le rapport familial, on va percevoir d'abord la personne avant de voir son acte. Et donc l'acte est horrible, la personne reste la personne que je connais, que je tutoie. Là, c'est des philosophes comme Martin Buber par exemple, qui avait écrit « Je et tu » dans cette mouvance personnaliste-là de prévalence de la personne. Et donc, ça c'est un point qui est intéressant et qui peut être intéressant aussi aujourd'hui, c'est le rapport de la conception que l'on a du crime à ce qu'il a de caché. C'est-à-dire que dans les liens familiaux, très certainement, il y a des violences que l'on ne connaît pas, que l'on ne peut pas mesurer. Et évidemment, c'est une évidence, mais peut-être est-ce le cas pour l'ensemble du phénomène criminel. Ça, c'est assez intéressant aussi dans la pensée d'Étienne De Greef. Ensuite, je voulais parler aussi de Maurice Pradine. Alors, j'essaye c'est des vieux auteurs, hein. Les pensées sont datées très certainement. Mais encore une fois, d'un point de vue méthodologique, alors Maurice Pradine, c'était plutôt un psychologue. Il a travaillé notamment sur la passion, et je crois que ce qui est assez intéressant chez lui, c'est la façon dont il a élaboré certaines typologies. La criminologie, si on interroge chacun d'entre vous peut-être aujourd'hui, se constitue aussi à partir d'une typologie des actes criminels. On va décider que voilà, il y a les crimes familiaux, moi la première, je procède ainsi, les crimes sexuels, le terrorisme, etc. Et que chacun de ces crimes constitue une famille particulière d'actes illicites. Et cela est vrai, mais ces typologies telles qu'on les aborde aujourd'hui ne doivent pas faire oublier qu'à la base, il y a un acte singulier. C'est à partir de l'acte et de la collection que l'on va faire, de la connaissance de différents actes, que l'on va pouvoir élaborer une typologie. Pour renverser un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure à propos des statistiques, on va avoir un résultat statistique et essayer d'en déduire quelque chose. L'idéal peut-être d'une élaboration typologique en matière de criminologie, ce serait de partir du fait concret, justement, et d'élaborer une typologie à partir de ce fait concret. De recenser un petit peu comme le ferait par exemple un biologiste, voilà, de recenser, il existe telle et telle situation. On peut trouver des traits communs dans ces situations et élaborer à partir de là une typologie. Et non pas partir de la théorie que l'on se fait de tel ou tel type de criminalité. Peut-être est-ce le cas actuellement je cite le terrorisme simplement parce que c'est l'objet d'études qui anime un peu les débats en ce moment. Et donc ça c'est assez important au plan de la méthode, je crois, d'essayer de ne pas faire passer la déduction avant l'induction. Donc juste pour finir, on peut citer aussi les travaux de Georges Canguilhem, connus sans doute de tous, mais peut-être dont on ne tire pas assez de conséquences sur le normal et le pathologique. Je pense que l'acte criminel peut-être est une exception. Il est une exception peut-être d'un point de vue social, alors ça ne remet pas du tout en cause le constat de Durkheim selon lequel le crime est un phénomène social normal. Oui, c'est vrai, puisqu'il y a toujours une forme de criminalité qui se développe, et donc, en ce sens-là, il est normal. Mais il est exceptionnel, simplement parce qu'on peut dénoncer telle ou telle action comme dénotant sur un comportement type adopté par d'autres personnes. Et il est aussi une exception dans le parcours personnel du criminel. Voilà quels sont les apports que peuvent apporter je pense,
les philosophes personnalistes dont j'ai parlé. Voilà, je vous remercie.